Allora, prima da essere proposta da Don Joseph Lucioni per fare popolo insieme. Avete la parola e barimento e regole 2 minuti e mezzo per fare domanda e 4 minuti per rispondere. Ringraziavi, signora Presidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, comme vous le savez, chaque année, nous autres conseillers à l'Assemblée de Corse et conseillers exécutifs sommes amenés à participer à des cérémonies d'inauguration de projets portés ou financés en tout ou partie par la collectivité de Corse dans toute une série de domaines, notamment l'action sociale, la politique du sport et de la jeunesse, la culture, les infrastructures routières, l'équipement, la mobilité et tant d'autres domaines encore. Depuis septembre dernier, près d'une dizaine de réalisations ont été inaugurées sur Ajaccio et dans le pays ajaccien, signe de l'investissement et de l'intérêt que notre institution, la collectivité de Corse, porte à Ajaccio et au Grand Ajaccio. Pas plus tard que lors de la dernière session, notre Assemblée a par ailleurs approuvé à l'unanimité un projet d'aménagement routier sur Ajaccio. Pourtant, nous pouvons lire dans la presse ou entendre dans d'autres assemblées élues des déclarations distillant toujours le même message. La ville d'Ajaccio aurait été et serait délaissée par la collectivité de Corse dont, je cite, « les intérêts politiciens empêcheraient l'avancée de dossiers majeurs ». Fin de citation. Cette idée est d'ailleurs souvent reprise par la majorité municipale d'Ajaccio, qui n'hésite pas à interpeller les élus que nous sommes par médias ou par discours interposés à travers des petites phrases ou des reproches que nous considérons, pour notre part, largement infondés, voire parfois injurieux. Il faut à ce titre rappeler que la majorité territoriale a, depuis son arrivée aux responsabilités en décembre 2015, fait de l'équilibre territorial et de l'équité entre les territoires des principes intangibles de son action, particulièrement dans le cadre de sa politique d'aide aux communes et aux intercommunalités. Au-delà de ces éléments de contexte, Monsieur le Président, ce sont près de 100 000 personnes qui vivent et travaillent chaque jour à Ajaccio et dans le pays ajaccien. Les politiques publiques mises en œuvre leur sont dédiées et leurs besoins quotidiens sont nombreux, dans tous les secteurs. Les Ajacciens, et plus largement les Corses, ont besoin de savoir comment s'organise et se déploie l'action de la collectivité de Corse sur le territoire. Si nous sommes ici les représentants de la Corse entière et du peuple corse dans sa globalité, il n'en demeure pas moins que nous restons soucieux des problématiques propres à nos territoires, qui sont la richesse et la diversité de notre pays. C'est à ce double titre, en tant qu'Ajaccien et élu de la Corse, que je souhaiterais vous interroger. Monsieur le Président, ma question est simple. Pourriez-vous éclairer les élus de notre Assemblée sur l'action menée par la collectivité de Corse en soutien du territoire ajaccien et de son développement? Ringraziavi. L'esecutivo a parola. Presidente. Je vous remercie pour cette question qui me donne l'occasion d'évoquer à nouveau publiquement l'état des relations entre la collectivité de Corse, d'une part, et la ville d'Ajaccio et la communauté d'agglomération du pays d'Ajaccien, d'autre part. Je m'adresse à vous, bien sûr, mais je m'adresse aussi, bien évidemment, à l'ensemble des élus de cette Assemblée et au-delà, à nos collègues et amis des assemblées et de l'exécutif communal et intercommunal, l'ensemble des citoyens qui sont intéressés par cette question. Et ma réponse se veut un message en forme de réaffirmation d'une part et d'apaisement ensuite. Il y a eu un certain nombre d'échanges qui ont pu apparaître comme polémiques. Moi, je souhaite que cette polémique s'éteigne et je vais donc rappeler et réaffirmer un certain nombre de choses qui relèvent de l'évidence. Premièrement, la ville d'Ajaccio est la ville la plus importante de Corse en termes de population et la communauté d'agglomération du pays d'Ajaccien est l'intercommunalité la plus importante de Corse en termes de population. Donc ça leur donne de facto, au-delà de l'histoire, de la culture, de l'attachement que je partage à cette ville et à ce territoire, ça leur donne une importance qui est une importance première.
Et donc, il est normal, naturel et indispensable que la collectivité de Corse entretienne avec la commune d'Ajaccio et l'intercommunalité, communauté d'agglomération du pays ajaccien, des relations soutenues, fortes, équilibrées, à la hauteur des enjeux qui, pour les uns, sont propres à la ville ou à l'intercommunalité, pour les autres, sont communs, parce que nous avons un certain nombre de projets d'intérêt commun. Donc, ma volonté, celle du Conseil exécutif de Corse tout entier, celle de la majorité territoriale, au nom de laquelle vous avez posé cette question, c'est bien que nos relations s'inscrivent et continuent de s'inscrire dans cette philosophie, et j'aurai l'occasion de le dire, je l'ai dit dernièrement avec le sourire dans une réunion au maire d'Ajaccio sous forme de boutade. C'est une réunion qui était élargie à d'autres élus, mais je vais le rencontrer très prochainement et j'aurai l'occasion de le lui redire en tête à tête et dans le cadre des relations qui ont vocation à être les nôtres. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des débuts difficiles depuis la fusion. Je le rappelle simplement pour mémoire. Il y avait eu un certain nombre de décisions qui étaient à mon avis contestables, sinon juridiquement, au moins politiquement, quelques semaines ou quelques mois avant la fusion dont le principe était acquis. Bon, je rappelle par exemple qu'à la fin de 2017, l'ex-CD2A avait accordé 2 subventions d'un montant total de 10 millions d'euros pour prendre en charge les annuités d'emprunt de la ville d'Ajaccio, quelques mois avant la fusion. Bon, je pense qu'il aurait été élégant, conforme, d'en informer par avance l'ensemble des collectivités en vocation à fusionner. Bon, ces annuités d'emprunt, elles ont été décidées en leur paiement quelques mois avant la fusion. Nous avons assumé ces règlements et nous aurons l'occasion de parler de la suite de cette affaire avec le maire. Deuxième exemple, c'est le rattachement en catimini, là aussi quelques semaines avant la fusion, de l'Office public de l'habitat d'Ajaccio, en contradiction avec l'esprit de la loi, puisque la loi prévoyait que les offices publics, aussi bien ceux de la Haute-Corse, Bastia, que de Ajaccio, Capas, soient fusionnés dans un seul et même office public de l'habitat. On a pris acte de cette décision, elle a été prise en contradiction avec l'esprit de la loi et avec sa lettre, elle s'est appliquée et aujourd'hui la collectivité de Corse traite l'office public de l'habitat de la CAPA de la même façon que notre propre office public de l'habitat. Alors après ces débuts difficiles, moi ce que je voudrais dire c'est que, mais vous le savez, au-delà des affirmations ou de la réaffirmation, et c'est le deuxième aspect, je veux impérativement, notamment, puisque l'occasion m'en est donnée à travers votre question, rappeler qu'au quotidien, les services de la collectivité de Corse, ceux de la commune et ceux de l'intercommunalité travaillent à mettre en œuvre des décisions politiques, notamment celles de la collectivité de Corse, qui viennent traduire un soutien qui est un soutien normal, mais extrêmement fort de la collectivité, un soutien qui s'inscrit dans le cadre des règlements que nous avons votés, souvent à l'unanimité, mais à travers lesquels nous sommes fortement engagés pour accompagner et la ville à l'intercommunalité. Alors, quelques rappels rapides et en respectant la règle de temps, même si elle ne s'impose pas avec la même force lorsque je réponds que lorsqu'il s'agit des conseillers exécutifs. D'abord dire, premier choix politique. C'est un choix qui relève de la collectivité de Corse, mais que nous avons fait et que j'assume, c'est de chercher à conserver en centre-ville ou à ramener en centre-ville l'intégralité des services de la collectivité de Corse. Je rappelle que dans les mandatures précédentes, il y a eu des projets forts et bien avancés d'externalisation des services dans des communes voisines. Moi, je souhaite que la collectivité de Corse conserve ses agents et les services ajacciens dans le périmètre de la ville, notamment parce que ça contribue à l'attractivité et au dynamisme, y compris avec des retombées sur l'ensemble des commerces et commerçants. C'est le choix, par exemple, on a voté le mois dernier une location importante, on discute entre l'AUE et les services de la collectivité de Corse, c'est le choix, il y a 3 ans, de faire l'acquisition de l'ancien bâtiment de la MSA, etc., etc. Deuxième exemple, c'est l'installation et le regroupement de services sociaux dans
la perspective de servir toutes les populations. Et je pense là à la plateforme de Baleone, où sont centralisés les services à la fois pour une partie de l'ouest ajaccien, la vallée de la Gravone, et des quartiers populaires et nouveaux de la commune d'Ajaccio. Je voudrais également rappeler la réhabilitation de l'établissement Notre-Dame à Ajaccio, qui permettra de créer d'ici 2026 un centre maternel et un relais parental. Et au lendemain du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, où on demande notamment des décisions fortes. Je rappelle que cette réhabilitation est un projet fort, emblématique de notre volonté de préserver et de soutenir les femmes, y compris lorsqu'elles sont en situation de difficulté. Dans le domaine culturel, rappelez en quelques mots que nous avons fait des choses qui n'avaient jamais été faites avant. Par exemple, aujourd'hui, sur le Conservatoire de musique et de danse Henri Tomasi, vous savez que nous avons contribué à hauteur de 20% au nouveau bâtiment qui abritera le conservatoire et que nous contribuons sur le fonctionnement à concurrence de 60%, 57% très exactement, au budget de fonctionnement de l'établissement sur un budget total de 4,2 millions d'euros. De la même façon, rappelons la livraison du collège du Stylet, mais ça c'était une décision antérieure à notre majorité, mais également les décisions que nous avons prises sur, par exemple, la rénovation du château de la Punta, cher au cœur des Ajacciens, avec une opération à laquelle nous avons affecté 6 600 000 euros, et la rénovation de la cathédrale d'Ajaccio, même si nous sommes dans un système qui est laïque, on connaît l'attachement des Corses en général et des Ajacciens en particulier à leur patrimoine religieux, 10 216 000 euros qui ont été sanctuarisés pour la rénovation de la cathédrale d'Ajaccio. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Sur l'AUE et la subvention FEDER, nous avons rénové et contribué à la rénovation de 1374 points lumineux sur un total de 4800 points lumineux, c'est-à-dire 28% de la commune, ce qui va permettre une réduction des consommations d'électricité de près de 80%. En ce qui concerne les aménagements hydrauliques de l'ACAPA, et certaines des élus de cette Assemblée sont également des élus de l'ACAPA, nous avons cofinancé très largement le bassin de rétention d'Alzodilewa ou encore le bassin de rétention Peraldi, 1,5 million sur 2,7 millions d'euros, 1,6 million d'euros sur un coût total de 3,3 millions d'euros. Nous mettons en œuvre, dans le cadre des différents règlements, les outils de soutien au logement, à l'habitat, à la dotation quinquennale, avec un mécanisme de compensation qui a permis de sortir en sifflet, de diminuer en sifflet pour rééquilibrer au profit des petites communes de montagne. Et puis un dernier mot enfin pour dire que, et je le répète une fois encore, mais il faut que ça soit entendu, entre 2002 et 2015, il y a eu 0 € du PEI sur les aménagements routiers d'Ajaccio et du Grand Ajaccio. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités en 2016, il restait une enveloppe de 100 millions d'euros, 99,25 millions d'euros sur le routier, le PEI 4. Sur ces 99,25 millions d'euros, j'ai pris la décision d'en affecter 68,8 pour Ajaccio et le Grand Ajaccio, c'est-à-dire 70% de l'enveloppe restante sur le PEI 4, parce que Ajaccio avait été oublié. Et ces opérations ont permis notamment, vous l'avez vu, de mettre en œuvre tous les travaux qui ont contribué à améliorer au quotidien les habitants d'Ajaccio et les habitants des communes avoisinantes. Nous avons la requalification de la rocade, vous le connaissez, le giratoire du Listuncone et le créneau de dépassement de la RD 81, le barreau de liaison entre Caldanic et la route territoriale 22, etc., etc. Nous allons bientôt finaliser le rond-point de la Gravone qui va changer la vie pour toutes celles et tous ceux qui passent des dizaines de minutes trop longue pour entrer à Ajaccio, et ça sera inauguré, vous le savez, dans quelques mois. Nous avons également en route les opérations de création de la pénétrante Caldanic-Budiccione et également la mise à 2 fois 2 voies entre le giratoire de la Gravone et Mezzane, sans parler des logiques d'intercommunalité, etc. Donc je pense que je pourrais continuer l'énumération, dire
aujourd'hui que Ajaccio, la ville et la CAPA sont soutenus très fortement par la collectivité de Corse est une réalité confirmée et démontrée de façon incontestable et par les chiffres et par les opérations. Nous avons vocation certainement à faire encore mieux. Nous en parlerons avec le maire et président de maire d'Ajaccio et président de la CAPA, Stéphane Sbrage. Puis après, il y a aussi des questions qui sont des questions fondamentalement politiques sur lesquelles il y a eu, à l'évidence, des déficits de dialogue, mais des déficits à propos desquels la collectivité de Corse ne saurait pas être tenue responsable. Et je le dis tranquillement, et je prends 3 exemples stratégiques, avant même que Julien Paolini ne réponde à la question de Julia Tiberi, que je salue, et la réponse démontrera que là aussi, je pense, nous sommes tout à fait irréprochables. Mais je prends 3 exemples. Le PLU. Le PLU, vous le savez, nous avons voté une délibération dans laquelle nous avons décidé d'ester en justice en ultima ratio lorsque les PLU ne respectent pas les prescriptions fondamentales du PADUC. Ultima ratio, pourquoi? Parce que nous pensons qu'il faut chaque fois que possible, bien évidemment, ne pas être dans une logique contentieuse avec les communes, dans un domaine qui est extrêmement compliqué. Sur le PLU d'Ajaccio, il y avait des choses qui, à notre avis, manifestement, ne convenaient pas. Nous sommes allés en justice, la Cour administrative d'appel statuera, l'arrêt va intervenir dans quelques jours ou quelques semaines. Le rapporteur public a donné raison à la collectivité de Corse. On verra ce que dira la Cour administrative d'appel, mais le rapporteur public a donné raison. Moi, je n'ai pas vocation à faire des contentieux ni contre la commune d'Ajaccio, ni contre quelque commune que ce soit. Et le meilleur moyen d'éviter les contentieux, c'est essayer de discuter en amont. Deuxième exemple, le PTIC. PTIC, les choix d'Ajaccio ont été arrêtés dans le cadre d'une méthode globale que nous avons critiquée unilatéralement dans le cadre d'une discussion bilatérale avec l'État. 2 remarques par anticipation et vers Julia Tiberi. Le fonds de B n'a pas été inscrit, ou les opérations relatives à l'aménagement dit du fonds de B n'ont pas été inscrites par la commune d'Ajaccio ni par la CAPA dans les opérations PTIC, ce qui aurait pu être l'occasion de porter au moins en partie des projets structurants. C'est un choix de la commune, elle l'a fait, c'est le sien, nous le respectons. Deuxièmement, le téléphérique. Le téléphérique, vous le savez, on ne nous a jamais parlé du téléphérique, ni dans le cas du PTIC, ni ailleurs. Et j'ai lu dans le journal que sur une opération à 32 millions, on attendait un financement de 30% de la collectivité de Corse. Ça pose des problèmes, cette façon de fonctionner. Parce que si on additionne des demandes au fil de l'eau comme ça de toutes les communes qui ont pris des décisions dans le cas du PTIC, on va se retrouver avec des dizaines ou des centaines de millions de cofinancement à assurer sans avoir pu le budgétiser, ni le prévoir, ni être associé aux décisions. Et un dernier mot sur les déchets, là aussi, j'ai eu l'occasion notamment hier devant des journalistes, mais je l'ai déjà dit, c'est une position constante. On ne peut pas prendre des décisions unilatérales lorsqu'on est une intercommunalité ou lorsqu'on est un établissement intercommunal en charge de traitement des déchets sur le dimensionnement, la façon de fonctionner, sur des opérations qui coûtent 42 millions d'euros à l'investissement, 62 millions d'euros à l'investissement, 20 millions d'euros au fonctionnement pour l'une et à peu près l'équivalent pour la deuxième, et dire à la collectivité de Corse, vous allez venir en financement à hauteur de 30% sans avoir été associé dans le cadre d'une discussion globale. Donc là, ce sont des points à améliorer, mais pour tout le reste, je vous confirme que la collectivité de Corse est et restera un partenaire engagé aux côtés de la commune d'Ajaccio et de la CAPA. Ringraziabi. Allora, seconda domanda a bocca sarà quella di Julia Tiberi per un gruppo Avancem da Barula. Monsieur le Président, donc cette question fait suite à une question orale posée par notre groupe en février 2019 et à une question écrite en date du 14 janvier 2021 à laquelle, sauf erreur, aucune réponse n'avait été apportée. Le sujet du réaménagement du fonds de baie d'Ajaccio est pourtant fondamental pour Ajaccio, évidemment, pour la CAPA, mais aussi pour la Corse, à tel point que le PADUC a identifié la zone comme secteur d'enjeu régional. Il est question d'amélioration des conditions de circulation, tous modes confondus. Il est également question de créer et valoriser des espaces publics, urbains et paysagers. Et il est question enfin de fluidifier, d'améliorer, d'embellir et de désenclaver des zones qui sont aujourd'hui peu ou mal utilisées.
L'exemple du terre-plein de la gare, qui est une véritable friche urbaine au cœur de la ville, est suffisamment significatif pour que chacun puisse avoir une vision assez claire des problématiques et des enjeux. L'affaire n'est pas nouvelle puisque cette Assemblée a d'ores et déjà délibéré par 2 fois sur ce sujet, en janvier 2010 d'abord et surtout en juillet 2013, rapport à la suite duquel des études sur la restructuration urbanistique de la baie d'Ajaccio ont été effectuées par un groupement qui avait été retenu à l'époque et les études ont été réglées à hauteur de 700 000 € environ par notre collectivité. Les phases suivantes ne se sont jamais déroulées, faute d'accord entre les différents intervenants. Il semble aujourd'hui que ces désaccords persistent sur fond de querelles de clochers qui ne sauraient trouver leur place lorsqu'il est question de l'intérêt général. Alors soit la commune d'Ajaccio, qui devrait être le porteur du projet, ne s'est pas manifestée auprès de la collectivité et dans ce cas, la collectivité doit se placer en position de locomotive et formuler des propositions concrètes visant à aboutir rapidement sur une restructuration effective du fonds de baie de la ville d'Ajaccio. Soit la commune d'Ajaccio s'est manifestée auprès de notre collectivité et dans ce cas, celle-ci doit accompagner la ville dans ce projet tout en travaillant en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. Et c'est cette seconde option qui semble être celle qui doit être retenue, dans la mesure où le groupe municipal d'opposition au sein duquel je siège a obtenu les courriers qui vous ont été adressés par la municipalité à ce sujet. Et notamment un courrier de février 2016 qui avait été co-signé à l'époque par le président, avec le président de la CCI, un courrier de mars 2016, un courrier de décembre 2018 qui renouvelait une demande d'organisation d'une réunion de travail sur cette thématique, et un courrier du 15 décembre 2020, toujours sur le même sujet, mais plus particulièrement sur la requalification de la zone dite terre-plein de la gare. Si des réponses ont été apportées à ces courriers, elles ne nous sont pas connues à ce jour. En tout état de cause, les Ajacciens, au premier plan et plus largement les Corses, ne peuvent se satisfaire du statu quo actuel. En réponse à la question orale que nous avions posée en février 2019, Monsieur le Président de l'Exécutif avait indiqué par écrit « Tout ça doit se faire le plus vite possible et nous sommes encore une fois prêts à apporter toute notre expertise technique, toute notre volonté politique et en tant que de besoin tous nos moyens financiers pour concourir à la réalisation la plus rapide possible de ces opérations d'intérêt général. » Donc, Monsieur le Président, notre question est la suivante. Cette volonté politique est-elle toujours présente? Et dans l'affirmative, selon quelles modalités et quel calendrier comptez-vous relancer ce dossier auquel, je l'espère, vous ne manquerez pas de nous associer? Ringrazio. Ringraziamo. È il Presidente dell'Agenzia dell'Urbanismo che ha risponde. Merci, Madame la Présidente. Madame la Conseillère, je vais répondre sur votre dernière interrogation. La volonté politique, elle est toujours la même. Elle y était lors de la mandature précédente, auquel vous participiez au sein de la majorité. Elle est toujours la même aujourd'hui. Ça a été rappelé par le président du Conseil exécutif. Elle est celle d'accompagner la commune d'Ajaccio, comme toutes les communes de Corse d'ailleurs, de la manière la plus efficace possible, et quelle que soit l'appartenance politique des maires et les divergences qui peuvent poindre sur un certain nombre de dossiers. Donc, ceci étant dit, je voudrais apporter quelques précisions, puisque vous faites une réponse détaillée, vous rappelez un certain nombre et de délibérations et de courriers qui ont été adressés par la mairie ou par la CAPA à la collectivité de Corse. Ces délibérations et ces courriers ont reçu des réponses. Je vais vous en faire l'exposé détaillé. Tout d'abord, les deux délibérations, vous les avez citées, de 2010 et de 2013, qui sont relativement anciennes, pour ne pas dire un petit peu obsolètes aujourd'hui, 10 ans plus tard, donc sur lesquelles on ne peut pas vraiment s'appuyer aujourd'hui et qui concernent deux sujets différents. La libération de 2010, qui concerne plutôt le développement du port de commerce d'Ajaccio et donc le côté maire du fonds de baie, même si je sais que la municipalité d'Ajaccio ne souhaite pas qu'on qualifie le secteur de cette manière-là, mais plutôt l'entrée de ville. Bon, moi, je n'ai pas de religion sur la sémantique, fond de baie ou entrée de ville d'Ajaccio. Donc cette délibération de 2010, c'est plutôt le côté maire, mais ce n'est pas le cœur de votre question, je crois. C'est plutôt la délibération de 2013 qui concerne le côté terre du fond de baie et donc toute la zone, je dirais,
multifonctionnel, avec des problématiques de circulation, des problématiques d'aménagement portuaire, d'aménagement ferroviaire également, des problématiques aussi de logement, d'habitat, des problématiques urbaines, d'espace public. Donc autant de questions qui, bien sûr, sont des questions complexes et qui nécessitent, je dirais, une gouvernance partagée. Je ne crois pas que sur ces questions-là, ce soit à la seule commune d'Ajaccio de porter un projet global. Je crois que ce projet, c'est un projet territorial, de dimension nationale, insulaire, corse, et qui nécessite à minima une gouvernance partagée et le respect des compétences de chacun. Si la commune a en effet peut-être des prérogatives majeures sur l'aménagement du quartier de la gare, on peut le comprendre aisément. En revanche, en ce qui concerne le transport ferroviaire, les aménagements routiers ou encore les voies vertes, et je rappelle qu'en matière de voies vertes, la collectivité de Corse a fait énormément dans le secteur d'Ajaccio ces derniers temps, avec des réussites majeures, que ce soit au Sanguinaire ou encore plus récemment en entrée de ville. Il reste encore beaucoup à faire. Je dirais le tram-train, un peu sur le modèle de la périphérie bastiaise, dans la zone ajaccienne, par exemple. Donc, et qui sont plutôt, dans ce cas, plutôt du ressort de la collectivité que de la commune. Donc, à la fois en fonction des périmètres concernés dans ce fonds de baie, qui est un secteur quand même assez large, et à la fois en fonction des thématiques, je crois que la gouvernance doit être adaptée dans le respect des compétences, bien sûr, de chacun. Ceci étant dit, le marché de 2013, qui fait suite à la délibération de 2013, il a été annulé, il a été suspendu plutôt, pardon, mais à la demande de la commune d'Ajaccio. Il n'a pas été suspendu unilatéralement par la collectivité de Corse. C'est suite à une sollicitation de la commune d'Ajaccio qui considérait que le projet n'était plus d'actualité, que ces études ont été stoppées, suspendues en mars 2016. Par la suite, les courriers, un premier courrier en date du 15 décembre 2020 du maire d'Ajaccio qui demande la reprise des études. Donc le marché suspendu en 2016 à la demande de la mairie, et qui écrit ensuite un courrier pour demander la reprise de ces études, en concertation bien sûr avec tous les partenaires. Réponse du président du conseil exécutif en date du 21 janvier 2021, en gros un mois plus tard. Une réunion avec les services de la ville, de la CAPA, de la collectivité en décembre 2021, quelques mois plus tard, en présence notamment des 2 directeurs de cabinet. Puis enfin, en décembre 2021, la ville et la CAPA qui demandent de poursuivre la réflexion sur ce secteur-là, de manière à pouvoir proposer un nouveau projet, un certain nombre de pistes d'action à la collectivité de Corse. Là encore, réponse favorable de la collectivité de Corse. Donc la balle, à ce moment-là, en décembre 2021, est dans le camp de la ville d'Ajaccio et de la CAPA, qui revient vers nous le 8 février 2023 en disant « On a travaillé, on a réfléchi, on a des propositions à vous faire, organisons une réunion, février 2023. » Il y a quelques semaines. Là encore, réponse favorable, ça a été rappelé par le président du conseil exécutif, pour participer à cette réunion, d'autant qu'on a un cadre aujourd'hui pour envisager ce type de projets structurants, qui sont encore une fois des projets très complexes, qui sont complexes à Ajaccio, mais qui sont aussi complexes à Bastia, le quartier de la gare de Bastia. On rencontre aujourd'hui à peu près les mêmes problématiques lorsqu'on a des projets comme ça, qui sont structurants, je dirais multifonctionnels, et qui nécessite une coordination entre les acteurs. C'est la raison pour laquelle on vous a proposé, et ce qui a été validé par l'Assemblée de Corse, la contractualisation avec les territoires afin d'avoir une vision pluriannuelle des investissements à venir et de prioriser les choses, et notamment pour les zones urbaines, la reconnaissance du fait urbain avec un schéma de développement urbain durable dont la méthodologie a été approuvée, sur lequel nous avançons. Et j'aurai d'ailleurs à ce sujet une réunion dès cet après-midi avec l'adjoint de la mairie d'Ajaccio en charge de l'urbanisme pour parler justement de ce schéma urbain durable sur la zone ajaccienne, et je l'espère bien, de cette question du fonds de baie, et ça a été rappelé par le président, dont on peut s'étonner, au vu de la lecture des articles de presse de la commune d'Ajaccio, l'ancien maire et aujourd'hui député, et du maire actuel, qui en font une priorité et qui n'est pas inscrit au PTIC, alors qu'on a besoin des cofinancements, bien sûr, de l'État et de la collectivité sur ce type d'opération. Donc ça, c'est pour l'historique du projet, et je crois que j'ai fait la démonstration que la petite musique qui consiste à faire croire que la collectivité dénigre la commune d'Ajaccio ne correspond pas à la réalité sur cette opération, comme sur bien d'autres. Vous dire enfin, très rapidement, que
cette réflexion sur notre capacité à aménager un certain nombre de secteurs d'enjeux régionaux prévus au PADUC. Il y a certes un retard, je veux dire, il est identifié, ça fait partie des choses qu'on analyse dans le cadre de la révision à voir sur le PADUC. À nous de réfléchir demain sur les actions à mener, par exemple à travers des sociétés d'aménagement, pourquoi pas, de gouvernance partagée sur un certain nombre de sujets, pour mettre en opération et en musique ces opérations le plus rapidement possible. Voilà les pistes sur lesquelles nous pourrions travailler dans les prochains mois en termes d'organisation et de concrétisation de ces actions structurantes et indispensables pour la Corse. Je vous remercie. Madame la Présidente. 30 secondes. Oui, simplement, bon, merci pour votre réponse, mais juste une précision sur la volonté de la commune d'Ajaccio, je crois, de voir aboutir ce projet. Je pense que cette volonté, elle est également toujours existante, évidemment, du côté de la municipalité, et j'en veux pour preuve que la municipalité a lancé sur ses fonds propres, très récemment, une étude concernant la requalification du rond-point du terre-plein de la gare, et je crois que c'est un sujet que nous allons évoquer au conseil municipal d'Ajaccio dans quelques jours. Voilà, je tenais simplement à le préciser. Merci. Ringraziabi. Allora, a terza domanda bocca è da essere fatta per confronto da Veronique Pietri. A chinesimo di Ruggere. Vi ringrazio. Alors, le 12 octobre dernier, devant le déchaînement médiatique sur le sujet des croisières, devant le mouvement de fronde des villes escales de Méditerranée, devant les actions d'associations de citoyens ou de notre mouvement Corinne Front, la table ronde souhaitée par tous avait été mise en place, réunissant tous les acteurs concernés par ce phénomène. Je ne reviendrai pas sur les problèmes environnementaux, de santé publique et de pollution atmosphérique et les données chiffrées qui les accompagnent, qui mettent en relief d'une part la dimension insoutenable de ce tourisme de masse et d'autre part la situation de sous-développement propre aux pays dépossédés sinon colonisés. Aujourd'hui, nombreux sont celles et ceux qui conviennent de cette exposition des faits. Monsieur le Président, vous-même aviez affirmé que ce modèle n'était pas le bon et aviez insisté dans le contexte de sécheresse de l'été dernier sur l'empreinte négative de la consommation d'eau à quai, par exemple. Votre volonté était, je cite, d'entamer un cycle de réunions afin de travailler sur ce sujet, sachant que la collectivité de Corse est l'autorité concédante et que la Chambre de commerce et d'industrie reçoit mandat pour développer cette activité. Des constats avaient alors été dressés. La nécessité d'analyser la situation, de réguler, d'agir avant le mois de mars 2023. Afin de ne plus subir ce turbulent secteur arrivé à son paroxysme en 2022 avec 473 escales en Corse, dont 227 à Ajaccio, ce qui constitue un record depuis 2010. Il était même question de profiler cet apport économique afin de mieux en profiter, d'identifier, de bannir les nuisances et ainsi mieux maîtriser ce domaine touristique. Oggi ci siamo ao mese di marzo e o programma è fatto. Saranno 190 battedi a scala in porto d'Ajaccio sa stagione. E noi a chi ne siamo di misure previste. Sachant que l'électrification des ports ne sera pas disponible dans l'immédiat, que les normes prévues en Méditerranée ne sont pas encore adaptées et que la CCI nous propose son approche sur ce sujet, nous avions décidé de mettre en place des mesures pour la saison qui va s'ouvrir. En voici quelques-unes. Mieux cerner l'impact environnemental avec des études fiables. Renforcer les points qualitaires et mettre en place des dispositifs d'alerte pour refuser certains navires, comme cela a été fait dans d'autres ports de Méditerranée. À chi ne siamo? Réguler l'activité. Ce domaine comporte différentes sortes de bateaux, différents carburants, autant de données à gérer pour maîtriser cette activité dans un environnement qui est déjà très impacté par les ferries. À chi ne siamo? Mettre en place une charte pour les armateurs,
Charte qui utiliserait les leviers existants, permettant de jouer sur les carburants, sur la vitesse des navires, sur les exigences à quai, la gestion des scrubbers, la simultanéité des navires ou ce système de notation existant qui permettrait de refuser les bateaux les moins vertueux. Akinisem, un travail d'adaptation de nos produits rendus plus exportables face aux exigences des formules all-inclusive et entrant dans les critères de demande des croisiéristes devait être aussi mis en place. Quidino Akinisem. Enfin, l'évocation avait été faite d'une étude menée par le pôle observation de l'ATC sur l'impact environnemental ainsi que sur le comportement des touristes. Alors, chi femi? Sa stagione s'assomiglierà a quid di 2022 o a coscienza di un problema avrà prodotto sani reazioni. A Akinisem, signor Presidente, di suo lavoro iniziato, di prima importanza, per la difesa dell'ambiente, di regole sociali di città, per un turismo di qualità rispettoso e capito in un senso di un'economia maestrata a prodi corsi. A ringraziarvi. Allora, quale che risponde o Presidente? Allora, ringraziare la vostra questione, penso che abbiamo avanzato bene e quanto lo giuria per rapporto a ciò che abbiamo deciso di novembre scorso. Prima per rammentare che le decisioni nella stagione 2023 sono state pigliate all'inizio di 2021. Dunque, se lo si vuole entrare in una logica di regolazione di croisiere in Corsica, ciò là a cercare a essere in situazione giuridica aggalabata nuova per il 2024. Per il 2023 ci sarà una calata di frequentazione, ma l'onestità intellettuale conduce a riconoscere che la nostra volontà comune entra per poco in questa calata, anche se il messaggio è passato e abbiamo fatto passare un messaggio già che non vogliamo più avere la stessa frequentazione. Dunque ci sarà una calata di 15%, sapete, e l'avete rammentato nella vostra questione, per rapporto all'anno scorso. Dunque di un passo, troppo giusto, ma di un passo quantunque. Secondamente, a Akinisem. Vous rappelez d'abord, mais vous le savez, que nous avions prévu deux types de réunions. Première réunion entre les élus, l'ensemble des élus de l'Assemblée de Corse, les communes et intercommunalités concernées et la CCI, qui est concessionnaire portuaire, et puis ensuite une rencontre pour poser les termes du débat et réfléchir et agir ensemble avec les associations. Cette réunion est prévue. Vous le savez, la convocation a été délivrée antérieurement à votre question orale, mais ça me permet de l'évoquer aujourd'hui. C'est, je crois, pour mercredi prochain, mardi après-midi, à Corte. Nous aurons une réunion avec l'ensemble des associations. Vous avez été informés en début de semaine dernière, me semble-t-il. Sur le fond, il y a deux grandes catégories de problèmes, vous les avez pointés. Il y a le problème du modèle économique et il y a le problème des atteintes à l'environnement, du développement durable, avec les problèmes de pollution de l'air, l'aspect essentiel, mais pas seulement. Parce qu'il y a également les croisières dans les ports, mais il y a les croisières sur le pourtour insulaire, avec par exemple les phénomènes de mise à l'ancre au large des côtes, les phénomènes de collision avec la faune, et notamment les rorquals, les dauphins, etc. Sur le premier point, l'étude est en cours, l'étude partagée sur les retombées économiques pour essayer d'objectiver. Il y a déjà un certain nombre d'études, mais nous avons demandé des études réactualisées pour essayer de mieux appréhender les avantages et les inconvénients de l'activité croisière, qui elle-même est une activité qui peut avoir des retombées économiques différentes en fonction du type de croisière. On sait que certains croisiéristes, notamment sur les grosses unités, restent pour environ 2 tiers d'entre eux à bord,
Tandis qu'un tiers descend avec un panier moyen qui est faible. Après, à côté de ça, il y a des croisières dites de luxe sur des unités plus petites, où là, tout le monde descend avec des retombées économiques sans doute sensiblement plus importantes. Donc nous sommes en train de quantifier ça. C'est un aspect important. Moi, j'ai dit ce que je pensais, intuitivement et politiquement. Je pense qu'il faut écouter et il faut analyser de façon fine. Je pense qu'un certain type d'activité de croisière a des retombées sans doute significatives et positives, mais que globalement, le modèle croisière tel qu'il est vécu et subi avec une extension continue, non seulement en Corse, mais dans toute la Méditerranée, ne correspond évidemment pas au type de développement durable que nous voulons mettre en œuvre. Ça, c'est ma conviction, je la réaffirme aujourd'hui. Il reste à la confronter au verdict des données que nous aurons recueillies, et puis chacun aura l'occasion, y compris dans le cas des espaces de travail que nous avons institués, à la fois d'analyser les données, et puis de faire valoir sa position, éventuellement, de la faire évoluer. Et puis, il y a l'aspect... comme je l'ai dit, développement durable sous l'aspect protection de l'environnement. Alors le premier aspect est le plus sensible, vous l'avez dit, c'est celui de la qualité de l'air. Alors la qualité de l'air, on sait que le contrôle des données est confié à des organismes spécifiques reconnus par le ministère de la Transition écologique et solidaire, sont des ASQA, les associations agréées de surveillance de qualité de l'air en Corse, Qualitaire Corse, qui fait partie du réseau Atmo France. Alors on a déjà des données, et notamment des données qui vont être communiquées lors de la réunion qui va venir, et qui tendent à démontrer qu'il n'y a pas de corrélation vérifier, je suis prudent, parce qu'à mon avis, il ne faut pas tirer des conclusions abusives de l'étude actuelle. Il n'y a pas en l'état, et à travers cette étude-là, il n'y a pas de corrélation établie entre la présence de navires de croisière dans le port et une augmentation de la pollution de l'air. À mon avis, cette étude est insuffisante. C'est la raison pour laquelle nous avions prévu de renforcer les systèmes de captage. À Kinesim, Unesim, Uiem, Awansadoué, puisqu'il va y avoir 10 unités de captage supplémentaires à Bastia et 10 unités supplémentaires à Ayache dans le cadre d'un programme européen porté par la CCI. Nous serons partenaires financiers et ça vise donc à cet équipement pour un coût de quelques centaines de milliers d'euros et en investissement, quelques dizaines de milliers d'euros en fonctionnement. Ce qui est très important, c'est que les données seront recueillies et contrôlées par l'organisme agréé et qu'elles seront rendues publiques. Donc ça veut dire qu'on aura un renforcement supplémentaire de la surveillance de l'impact. Troisième et dernier point sur lequel nous avons beaucoup avancé, vous savez que de façon quasi concomitante à nos travaux a été votée une charte de la croisière en Méditerranée, à l'initiative du ministère, notamment du ministère de la Mer. C'est une charte qui est relativement protectrice et à laquelle, bien sûr, nous avons adhéré. Nous voulons aller plus loin et nous voulons avoir notre propre charte qui pose des exigences. Alors une charte à valeur contraignante, c'est là-dessus que nous travaillons et nous avons commencé à avancer de façon très significative avec la CCI et qui permettrait, comme vous l'avez dit, eh bien, de réguler et d'imposer en termes bien sûr de consommation, en termes de vitesse à l'approche des ports, en termes de situation lorsque les bateaux restent dans le port, en termes d'évaluation de la consommation, y compris de l'eau. Sur les déchets, je vous confirme qu'il n'y a aucun déchet supplémentaire qui est descendu à terre lors des escales, ce qui ne veut pas dire que nous avons toutes les données qu'il faut sur le contrôle des rejets en mer. Donc là aussi, il va falloir approfondir nos données. On a travaillé là-dessus. On va proposer ces projets de charte lors de la réunion de mardi prochain, et puis on va continuer à travailler dessus. L'objectif, là aussi, un peu comme la méthode, même si les sujets sont totalement différents de la réflexion sur les dérives mafieuses, c'est large tour d'horizon, méthodologie partagée, recherche de données qui soient incontestables et prise de décision politique. Et nous serons au rendez-vous de la prise de décision politique, aussi bien en ce qui concerne le modèle économique que la protection de l'environnement. Ringraziabi. Allora, c'è una domanda bocca nanta UGFCA che è stata da Pierre Paul per avancer. Merci Madame la Présidente.
Monsieur le Président, Madame la conseillère exécutive en charge de la jeunesse et des sports, entre déboires judiciaires et financiers, le club du GFCA Football se retrouve dans une situation à tout le moins compliquée. À ce jour, s'il est acté que l'équipe professionnelle ne poursuivra pas en championnat de National 3, les dernières décisions de justice permettent aux équipes de jeunes qui comptent de nombreux licenciés de poursuivre la saison et d'entrevoir un avenir pour le club. Inutile de rappeler la place qu'occupe le GFCA dans le patrimoine sportif et insulaire. L'important demeure que les amoureux du club, mais surtout les salariés et les licenciés du club, puissent poursuivre l'aventure, à tout le moins sauver ce qui peut l'être, et surtout limiter, voire éviter la casse sociale. Cela paraît réalisable, et la famille GFCA a su se mobiliser en ce sens lors des dernières semaines. À ce stade, plusieurs partenaires, dont la ville d'Ayache, ont annoncé manifester un soutien, notamment financier, pour accompagner le club en ce sens. Monsieur le Président, Madame la conseillère exécutive en charge de la jeunesse et des sports, comment la collectivité de Corse peut-elle accompagner le GFCA Football dans ses difficultés, notamment afin de répondre à l'urgence sociale engendrée, ainsi que de contribuer à prolonger les rêves des enfants? Je vous remercie. Allora, di Lauda Guidicelli che da risponde. Caro consigliere, a ringraziare per la vostra questione. En vous écoutant, je comprends que nous faisons le même constat sur la situation dans laquelle s'est retrouvé ce club. Je constate aussi que nous accordons, vous et moi, et bien d'autres élus au sein de cet hémicycle, que nous accordons, vous et moi, la même importance à ce dossier, notamment sur l'aspect jeunesse. Je ne pense pas nécessaire de revenir sur les faits, plus ou moins éloignés du sport, qui ont pourtant fait l'actualité récente du club. Vous le dites avec beaucoup de sincérité, il faut sauver ce qui peut l'être. Là aussi, je suis d'accord avec vous. Très concrètement, nous avons été saisis par la nouvelle équipe dirigeante. Elle était soucieuse d'identifier les aides publiques mobilisables pour aider à la restructuration et surtout à la pérennisation de l'association GFCA. Et je sais que d'autres partenaires institutionnels, vous l'avez mentionné, notamment la ville d'Ayache, ont été sollicités. J'ai personnellement été saisi par l'équipe, la nouvelle équipe dirigeante, le 17 janvier, également le 15 février et pas plus tard qu'hier. J'ai pu entendre leurs inquiétudes, leurs regrets, mais aussi et surtout la volonté de maintenir le livre de l'histoire de ce club ouvert et de continuer à l'écrire, surtout avec leurs plus jeunes joueurs. Les services de la direction des sports ont répondu à toutes les demandes de l'association, car plus que de l'instruction, c'est surtout de l'engagement et de l'amour du sport qui lie les agents de la collectivité et les clubs de Corse. Tout comme vous, nous sommes soucieux du devenir de cette école du football et surtout de ses nombreux licenciés, vous l'avez rappelé. Lors de nos différentes discussions, nous leur avons détaillé l'ensemble des dispositifs mobilisables et surtout le calendrier d'application qu'ils ont à maintenir et surtout à tenir. Nous attendons désormais la finalisation des différentes sollicitations pour pouvoir les accompagner et actionner donc nos différents dispositifs de soutien. Aujourd'hui, au nom du Conseil exécutif, je peux vous assurer que l'intention de la collectivité est de les soutenir pour permettre de terminer au mieux cette bien triste saison, mais surtout de les soutenir pour préparer celle d'après. Les saisons qui viendront ne seront peut-être pas toujours faciles, mais au moins nous pensons que le GFCA renaîtra plus sain, plus stable, nous l'espérons. Alla vedete, caro consigliere, caro Pierre, o GFCA face parte di un patrimonio sportivo di Corsica, di un nostro patrimonio, di un patrimonio nostrale. La storia di un sport s'est scritta con elle. Je salue donc la volonté de la nouvelle équipe de vouloir repartir sur des bases saines, de se concentrer sur sa jeunesse, la jeunesse rouge et bleue. Et come l'ha detto Jorge Luis Borges, ogni volta che considera picchia qualcosa in terra, qui si ricomincia la storia di un ballo. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Allora, la domanda bocca chi bene ad essere fatta da Paola Mosca per fa popolo e non dai prezzi. A ringraziarvi. Monsieur le Président, comme vous le savez, en Corse, le taux de pauvreté est plus élevé que la moyenne française.
Dans le même temps, le coût de la vie, déjà très élevé en Corse, ne cesse d'augmenter du fait du faux taux d'inflation, diminuant ainsi fortement le pouvoir d'achat des Corses. La problématique des carburants, encore plus spécifique sur notre île, fait aujourd'hui de nouveaux débats dans l'actualité. D'abord, parce qu'il a été rendu public que Vito Corse aurait engagé le 5 octobre 2022 un recours devant le tribunal de commerce de Marseille pour bloquer la mise en œuvre de la remise sur le prix des carburants proposée l'an dernier par le groupe Total et revendique dans ce cadre une indemnité de 7,5 millions d'euros pour concurrence déloyale. Ensuite, car il semblerait que la nouvelle mesure annoncée par Total le 22 février dernier, limitant le prix du gasoil et de l'essence à 1,99 € pour l'année 2023, ne s'appliquerait pas en Corse, puisque le dispositif devrait concerner exclusivement le diesel et l'essence, alors que nous ne disposons que de diesel Excellium et de SP95 Excellium. Si des mesures de ce type sont évidemment très souhaitables pour les ménages à court terme, et que notre groupe refusera toujours que les Corses puissent subir une telle rupture d'égalité. Il ne faut en revanche pas perdre de vue que sur notre île, ces mesures peuvent à terme engendrer un effet pervers en renforçant la concentration vers une structure monopolistique, cette fois au niveau de la distribution. Et ce, dans un secteur économique très captif, pour lequel nous savons que l'approvisionnement dépend déjà d'un monopole, systématiquement dénoncé par notre majorité. Dans ce cadre complexe, la collectivité de Corse a été particulièrement impliquée, y compris à travers une action volontariste au-delà de ses compétences, pour tenter de proposer des solutions. Cela s'est matérialisé par la mise en place d'une conférence sociale, réunie pour la première fois le 14 janvier 2019, qui a permis de travailler main dans la main avec les citoyens sur la question du pouvoir d'achat des Corses, et plus particulièrement sur la cherté de la vie ou le coût des carburants. Le 1er octobre 2021, l'Assemblée de Corse a approuvé par délibération le rapport du Conseil exécutif sur le secteur de la distribution de carburants routiers, proposant un certain nombre de mesures d'urgence et de demandes d'adaptation législative, de nature à apporter des réponses efficaces à cette problématique spécifique à la Corse. Malgré les nombreux débats au sein de cette Assemblée et les prises de position unanimes à ce sujet, ces mesures n'ont, à ce jour, toujours pas été acceptées par l'État. Monsieur le Président, face à cette situation qui devient difficilement soutenable pour les Corses et visiblement l'absence de soutien de l'État, il est difficile de percevoir des solutions. Pouvez-vous donc nous éclairer sur l'état des discussions et des travaux menés par le Conseil exécutif à ce sujet? Ringraziabi. Ringraziabi e Dio Presidente ben su cada risponde. Oui, merci pour cette question qui me donne l'occasion d'évoquer devant votre Assemblée avec une pointe de tristesse, d'agacement, et je le dis presque de colère, ce dossier du quotidien, puisque beaucoup de Corses, tous les jours, sont à la pompe et sont confrontés à un problème qui dure depuis plus de 30 ans, date de la dérégulation des prix de l'essence, et qui est posé, auquel nous avons proposé des solutions et qui malheureusement n'est toujours pas réglée à ce jour. Donc, en un mot, la situation, quelle est-elle? On a une situation structurelle de surcoût des carburants en Corse qui dure depuis très longtemps. On le sait, entre 7 et 10 centimes selon les carburants, étant précisé que certains types de carburants ne sont pas disponibles en Corse. Et ce sont ceux sur lesquels il y a la fiscalité la plus intéressante. Donc on a un surcoût structurel qui dure depuis très longtemps. Sur ce problème structurel s'ajoute aujourd'hui un problème conjoncturel qui est que le prix du carburant, sous l'effet notamment de l'évolution de la situation géostratégique en Europe et dans le monde, et notamment la guerre en Ukraine, le prix du carburant explose. Et confronté à ce prix, à cette explosion du prix du carburant, le gouvernement prend des mesures générales qui, conjoncturellement, allègent le coût à la pompe du carburant. Quelles sont ces mesures? À travers une relation qui est une relation privilégiée
avec le groupe Total, qui est un groupe qui représente aussi les intérêts de la France au plan international, même s'il est un groupe privé, eh bien, des ristournes à la pompe sont effectuées. Sauf que cette mesure d'ordre général, ici, premièrement, elle n'atténue pas et ne compense pas le désordre structurel initial, et deuxièmement, elle a des effets pervers. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation où il y a un monopole sur l'approvisionnement, le monopole de la société Ruby, et où il y a un oligopole dans la distribution, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 3 distributeurs, 2 majeurs et un mineur, Total, Vito et Esso, groupe Ferrandi, avec des stations dans toute la Corse qui sont sous contrat avec ces 3 enseignes. Total fait une remise à la pompe, c'est très bien pour le consommateur. Sauf que Vito s'aligne, c'est très bien pour le consommateur. Le distributeur Ferrandi ne peut pas le faire. Et les franchisés ou contractualisés Esso sont en situation difficile avec des fermetures de stations. Aujourd'hui, on reconduit la mesure. On était 3, on risque demain d'être 2. Si Vito, pour des raisons économiques ou pour des choix, décide de ne pas appliquer la remise, on risque de n'être plus qu'un. C'est-à-dire qu'on sera passé d'une situation de monopole dans l'approvisionnement à une situation de monopole, y compris dans la distribution. Ce qui est un danger majeur pour la Corse et pour les consommateurs corses. Et donc, je disais, irritation et presque colère. On nous fait souvent le reproche, à nous collectivement les élus de la Corse, de ne pas être dans la recherche de solutions aux problèmes du quotidien. S'il y a un problème du quotidien, parmi d'autres, mais celui-là est important, c'est bien le prix du carburant à la pompe. Alors, je voudrais quand même vous redire que dès le 30 avril 2021, nous avons fourni une analyse complète avec des propositions et notamment l'évolution du cadre normatif pour permettre l'existence d'une structure à gouvernance publique locale pour la gestion de stockage des carburants. Autrement dit, le combat du monopole. Deuxièmement, la mise en œuvre d'un mécanisme fiscal garantissant un prix le plus bas possible à la pompe, c'est-à-dire pas de marge supplémentaire pour les distributeurs. Le renforcement des contrôles de l'autorité de la concurrence, la création d'un outil statistique dédié. Je voudrais vous dire que par délibération en date du 1er octobre 2021, nous avons saisi officiellement le gouvernement sur le fondement de l'article 4422-16 qui prévoit que l'Assemblée de Corse peut solliciter des évolutions de nature législative et réglementaire dans des domaines qui concernent la Corse. C'est le fameux article sur le fondement desquels, depuis 30 ans, l'Assemblée de Corse a saisi 50 fois le gouvernement sans jamais avoir aucune réponse. Eh bien maintenant, ça fait 51 fois. Alors même qu'on nous a dit à Paris, dans le cadre du processus, que cette situation de non-réponse était un scandale. Et là, depuis le 1er octobre 2021, nous avons saisi le gouvernement pour mettre en place un groupe de travail avec les élus, avec les professionnels, avec les associations de consommateurs et avec le gouvernement. Octobre 2021. J'ai écrit encore le 2 février 2022, au vu de la flambée des prix, et j'ai saisi le Premier ministre à nouveau le 11 février 2022 de cette délibération, en formulant 2 propositions, et notamment la possibilité pour le Premier ministre, en cas de crise grave, d'organiser le blocage des prix là où il y a une situation de monopole, c'est-à-dire notamment sur l'approvisionnement. Pas de réponse. Nous avons à nouveau saisi, vous le savez, d'une délibération à l'unanimité le 1er juillet 2022. C'était au moment des mesures sur le pouvoir d'achat. Il y avait une incise rappelant la délibération de 2021.
et demandant que le gouvernement accepte d'ouvrir la discussion. Donc demande en octobre 2021, demande unanime en juillet 2022. J'ai écrit à nouveau le 30 août 2022 pour rappeler que les réponses de type remise à la pompe par un opérateur étaient des réponses contre-productives et qu'il fallait traiter le problème au fond. Donc moi ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il y a les moyens juridiques et techniques d'apporter une réponse. Nous ne sommes pas là pour défendre les intérêts des distributeurs de carburant en Corse. Nous sommes là pour défendre, là comme ailleurs, l'intérêt général et l'intérêt des Corses. L'intérêt des Corses, il est que le citoyen corse ne continue pas à payer plus cher le carburant à la pompe. Et pour ne pas continuer à payer plus cher, il faut se mettre autour de la table, il faut aller au fond de l'analyse sur le mécanisme des surcoûts du carburant et mettre en place les réponses appropriées. Tout le reste, ce sont des coups d'épée dans l'eau et ce sont même des mesures qui peuvent être contre-productives. Donc moi je profite de cette occasion qui m'est donnée à travers votre question orale pour dire que d'autres ont pris des initiatives. J'ai vu que le député Marcangeli avait écrit. Je sais que les députés nationalistes, et notamment Jean-Félix Acquaviva, qui est ici aujourd'hui présent, sont actifs. À chaque occasion, y compris lorsque nous sommes montés ensemble à Matignon, vous vous rappelez, j'ai évoqué ce problème. Donc, qu'on nous donne une réponse et qu'on accepte, sur le fondement d'un article qui existe, là on ne parle pas d'autonomie, fondement d'un article qui existe, qu'on accepte d'ouvrir une discussion qui est une discussion indispensable pour apporter des solutions que nous attendons, pas depuis des années, depuis des décennies. Ringraziabi. Allora l'ultima domanda a bocca da essere fatta da Antoine Poli per Avancem, scusate. E da Barola. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, depuis le début de l'année, notre territoire a connu quelques épisodes neigeux importants. Ceux-ci ont engendré l'enclavement de certaines communes, donc de nombreuses habitations, puisque, faute de solution de déneigement, les routes demeuraient impraticables sur plusieurs jours. Cela n'est pas sans présenter un certain nombre de problématiques, notamment au niveau de l'accessibilité des habitations en cas d'urgence médicale ou à des fins d'approvisionnement, mais aussi pour que chacun puisse se déplacer librement et notamment se rendre sur son lieu de travail. Ces cas de figure dont je parle sont ceux des territoires où l'accès est assuré par les routes communales qui ne relèvent pas de la compétence de la collectivité de Corse, mais de la compétence des mairies. Cependant, par manque de moyens, ces communes ne peuvent assurer des opérations de déneigement et de salage comme pourrait le faire la collectivité de Corse. Le constat dressé ici n'est pas nouveau, puisque nous l'avons traité au sein de la Chambre des territoires par le biais d'une commission déneigement que je présidais. Nos travaux ont abouti à l'élaboration d'un rapport adopté à l'unanimité des membres de la Chambre des territoires de diverses propositions et documents, notamment des conventions entre collectivités de Corse et communes, afin d'assurer le déneigement et salage des routes territoriales et communales traversées par une commune, ainsi que des aides spécifiques par le biais de l'aide aux communes ou le comité de massif, afin de financer la location et l'achat d'équipements ou de permettre aux communes de faire appel à des tiers. Si les aides sont effectives mais ne paraissent pas suffisantes pour diverses raisons, investissements toujours trop élevés, recours aux tiers difficile car la demande à leur endroit est très forte lorsqu'apparaît le besoin qui ne peuvent se dédoubler, il semble que les conventions adoptées en Chambre des territoires n'ont a priori pas été suivies d'opérationnalité et ne pourraient donc pas être proposées aux communes pour signature. Ainsi, Monsieur le Président, prévoyez-vous de mettre en place ces conventions et de les proposer aux communes afin d'éviter une paralysie provisoire mais problématique de régions rurales qui cumulent déjà de très nombreux handicaps. Je vous remercie. Merci. Allora, qual è che da risponde au Presidente dell'Agenzia di l'Urbanisme. Merci Madame la Présidente. Chers conseillers, c'est une question récurrente.
notamment lorsque la Corse traverse des épisodes neigeux exceptionnels comme ceux qu'on a pu connaître ces dernières semaines. Bon, on peut en partie s'en réjouir hein, sur un certain nombre de problématiques, hein, notamment celles liées à la sécheresse. On peut espérer que ces stocks de neige nous fassent connaître une saison prochaine plus favorable que celle de l'année précédente. Pour autant, ce n'est pas sans poser de difficultés, notamment dans les communes, je dirais, de l'intérieur, les plus isolées, et celles qui ont finalement le moins de moyens pour exercer pleinement leurs compétences, et notamment le déneigement des voiries communales, qui est un peu le cœur de votre question. Hein. Comment aujourd'hui on peut accompagner ces communes-là dans l'exercice de cette compétence. Rappeler une première chose, c'est que cet épisode neigeux, il a été globalement, je crois, et en témoignent les réactions de la majorité des acteurs concernés, bien géré par la collectivité de Corse et ses équipes dans son organisation, tout du moins sur les voiries et les routes territoriales, par la mutualisation des moyens à la fois des services des routes, mais également des services des forçaps, avec les moyens qui sont ceux aujourd'hui disponibles en matière d'équipement, d'effectifs et d'engins sur le territoire. Rappelez aussi que dans les cas d'urgence, ces services sont intervenus sur les voiries communales autant que de besoin. Et on a un certain nombre d'exemples, je ne vais pas les citer ici, qui attestent de cet exercice, je dirais, du service public lorsque cela était nécessaire, et aussi l'intervention parfois même des services des pompiers. Je pense par exemple pour acheminer les personnels soignants à l'hôpital de Tatonne en mobilisant des moyens exceptionnels. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui? Il y a un certain nombre d'actions, notamment suite au travail que vous avez mené lorsque vous présidiez la commission déneigement de la Chambre des territoires, de dispositifs, notamment via le comité de massif et le règlement d'aide de mise en œuvre du schéma montagne, qui sont à la disposition des communes pour exercer ces compétences, avec des taux d'accompagnement à hauteur de 80% des opérations pour l'acquisition, par exemple, de matériel de déneigement, de véhicules 4x4 équipés de fraises, par exemple, ou encore pour solliciter des prestataires privés qui réaliseraient ces opérations dans les communes, ou encore pour la location de matériel. Donc toute une série de dispositifs qui sont aujourd'hui existants et à la disposition des communes, qu'elles peuvent mobiliser avec des taux pouvant aller et allant, hein, bien souvent, à hauteur de 80%. Un petit bilan, 400 000 € de projets aujourd'hui financés, 250 000 € qui ont d'ores et déjà été payés aux communes sur environ une dizaine de communes. Donc ça, c'est pour les dispositifs existants. La problématique des conventions. Les conventions, en effet, présentent un certain nombre d'avantages, notamment celle d'offrir un support juridique pour une intervention éventuelle des services de la collectivité, que ce soit ceux des routes ou ceux des forçaps, sur les voiries communales. Mais pour autant, elle ne règle pas la question des moyens disponibles aujourd'hui. En effet, les moyens qui sont disponibles aujourd'hui au niveau de la collectivité de Corse permettent de répondre sur les voiries territoriales avec des engins et du matériel adapté et un personnel qui est somme toute réduite. Mais si demain on devait se déployer sur l'ensemble des communes et sur l'ensemble des voiries communales, on aurait des difficultés à la fois pour assurer le service essentiel pour desservir les villages et les communes sur les axes principaux et assurer cet entretien des voiries communales. Donc il y a une difficulté à la fois sur les moyens humains et sur les moyens matériels disponibles, des moyens matériels qui ne sont pas forcément toujours adaptés. Hein. Je veux dire, quand on passe dans un certain nombre de villages, les voiries communales, elles sont étroites et patchées avec un sèche-neige type ceux qui œuvrent à Ville-Savonne, c'est parfois mission impossible. Donc, difficulté de mettre en œuvre ces conventions à moyens constants. Donc, la piste qui est privilégiée aujourd'hui, c'est plutôt d'accompagner les communes pour qu'elles s'équipent et qu'elles puissent réaliser ces opérations et d'intervenir, bien entendu, en cas d'urgence. Et enfin, vous dire que
la convention qui a été travaillée dans le cadre de la commission de déneigement de la Chambre des territoires que vous présidiez, elle a fait, je dirais, des petits, puisque actuellement est également à l'étude des conventions pour permettre aux agents des sapeurs d'intervenir dans la lutte contre les incendies, par exemple pour créer des zones d'interface, comme c'est le cas de l'expérimentation dans le Fiumôme, ou encore pour assurer l'ouverture des dessertes forestières pour l'accès notamment à la ressource en bois et aussi pour la gestion des forêts. Donc toutes ces conventions-là sont aujourd'hui à l'étude. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites notamment à la Chambre des territoires et qui pourraient inclure la problématique du déneigement avec une logique de mutualisation à la fois des moyens matériels et humains de la collectivité de Corse, mais aussi éventuellement avec une participation des communes et la recherche de recettes nouvelles pour notre collectivité afin d'assurer ce service complémentaire qui va être très difficile à moyen constant. Je vous remercie. Madame la Présidente, excusez-moi, je peux dire deux mots. Je vous en prie. Oui, donc, enfin, je trouve qu'il est regrettable quand même qu'un rapport qui a été voté à l'unanimité de la Chambre des territoires ne soit pas suivi de faits, quoi. Quand on parle de routes adaptées, un questionnaire avait été envoyé à l'ensemble des maires pour demander la largeur de la voirie, justement pour voir si les véhicules pouvaient passer. Donc, il n'y a eu aucun retour envers les élus. Des chasse-neige sont arrivés dans certains villages et sont repartis alors que les habitants les voyaient à 10 mètres de leurs habitations pour remonter 2 jours plus tard pour déneiger dans certaines communes des routes communales ou d'envoyer des prestataires parce que certains élus ont appelé d'autres élus de la majorité territoriale. Donc je trouve quand même regrettable que certaines communes du rural se soient trouvées enclavées pendant pratiquement 3 jours et ça aurait pu engendrer d'énormes problèmes. Voilà.